Mes chers amis, bonjour. C'est notre rendez-vous habituel. Maintenant, je vais vous faire visiter aujourd'hui la coupole. La coupole, c'est la coupole de la belle époque. Coupole, c'est le temple de l'art déco. Alors, ça a été fréquenté, elle a été fréquentée aussi par tous les artistes, par tous les écrivains depuis 1930. Alors, la coupole, bien entendu, est à Paris, exactement au carrefour Vavin, près de Montparnasse, le carrefour Vavin que l'écrivain, non, que le peintre Pasquine appelait le pubis vérolé de Paris. Alors, avant de pénétrer dans la coupole, je me présente, je m'appelle Frédéric Lévineau, je suis grand reporter au Point et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Quelques petits éléments, nous avons au carrefour Vavin par ici, sur la droite, le Dôme, autre bistrot célèbre du quartier. À gauche, au coin, nous avons la Rotonde. Et enfin, en face, le Select. Alors, nous allons traverser maintenant pour aller, vous voyez, le Select qui a été ouvert un peu avant la coupole. Alors justement, venez, nous allons traverser. Je dois dire que la coupole s'appelle la coupole parce que l'architecte à l'époque s'est dit, dans le quartier, il y a le Dôme, il y a la Rotonde, alors pourquoi pas la coupole? C'est pas aller plus loin que ça. Alors, quelques éléments. La coupole a été donc construite, établie par deux Auvergnats, par deux beaux-frères, Ernest Fros et Jean Lafont. Auparavant, ils tenaient le Dôme et ils ont décidé d'ouvrir le plus grand et le plus beau restaurant de Paris, la plus belle brasserie, puisque la coupole était à l'époque à la fois une brasserie et un restaurant. On verra ça à l'intérieur. Ici, c'était un entrepôt de charbon, de bois. Ils ont acheté et ils ont fait construire. Alors autant vous dire que l'immeuble qui était au-dessus n'existait pas à l'époque. Alors, nous allons rentrer par la porte centrale. Ah, on me dit bonjour. Mais écoutez, bonjour. C'est la différence entre un dôme et une coupole. Écoutez, ça sera une petite question auquel je répondrai un peu plus tard. Aujourd'hui, on ne fait pas de géométrie. Alors, aujourd'hui, la porte est au milieu. Mais à l'époque, il y avait deux portes. Parce que la coupole était coupée en deux. De ce côté-là, c'était le restaurant, plus chic. De ce côté-là, c'était la brasserie, qui était un peu moins chic. La différence, c'était quoi? C'était les mêmes repas, à peu près les mêmes plats, je veux dire. Simplement, la grande différence, c'est que du côté du restaurant, les tables avaient des nappes en tissu, tandis que du côté de la brasserie, il y avait des nappes en papier. Voilà. Alors, tout l'intérieur a été confié à un architecte spécialiste de l'art déco qui s'appelait Solvay. Vous pouvez admirer. Alors, est-ce que j'ai des questions pour l'instant? Alors, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser des questions. Ah, d'accord. Merci pour les précisions sur le dôme et la coupole. Alors, première chose à admirer, c'est le sol. Comme vous le voyez, c'est une mosaïque. C'est une une mosaïque de style cubiste. Voilà, très beau. Deuxième chose à regarder, au-dessus de nous, ce sont les lustres. Le lustre est typiquement, là encore, art déco. Je vous rappelle que l'art déco était un art où il y avait des lignes droites, des lignes, des rectangles, des carrés, un peu comme le cubisme. Ça succédait à l'art nouveau qui favorisait plutôt les courbes, qui était un art mou, disait-on à l'époque. Alors, le verrier qui est le maître verrier qui a conçu ces lustres s'appelait Jean Perzel. L'établissement existe toujours de nos jours. Alors, nous allons maintenant nous diriger d'un peu plus près vers les célèbres. Le décor est d'origine. Oui, le décor est d'origine. Bon, ça a été rénové à plusieurs reprises, notamment en 1988, où la salle a été légèrement réarrangée.
Sinon, donc, la terrasse aussi, puisque la terrasse, il y avait 2 entrées, maintenant il n'y a plus qu'une entrée centrale, ça a été fait récemment. Et on le verra plus tard, le bar qui fait partie maintenant de la salle, à l'époque, en 1927, le bar était complètement séparé de la salle. Alors, ce que je voulais encore dire, c'est la hauteur. Vous voyez la hauteur 5 mètres. Pourquoi si haut? Tout simplement, c'est que Lafont et Fraud avaient vu au Dôme que la fumée gênait un peu les convives, la fumée des cigarettes. Donc ils avaient dit, cette fois, on va faire une hauteur de 5 mètres pour que les convives ne soient plus gênés par la fumée. Alors, ce que je vais vous montrer également, ce qui fait la caractéristique de la coupole, ce sont ses piliers. Effectivement, parce que la coupole est construite sur des carrières, donc il fallait des piliers qui s'enfoncent, je crois, de 22 mètres sous le sol. Alors, comme vous voyez, la partie basse, mes chers amis, des piliers, c'est une sorte de copie de marbre. C'est du verre, on appelle ça le verre LAP, L-A-P. C'est du verre avec mélangé des feuilles d'or, de cuivre et d'argent. Alors je vous rappelle toujours que nous sommes en train de visiter la Coupole, la plus célèbre brasserie au monde, le temple de l'art déco. Et oui. Ce que c'est que le terme de brasserie. Brasserie. C'est le lieu où les plats de tous genres se mêlaient et étaient brassés. De même que la clientèle était brassée, c'est-à-dire ouverte. Oui, la clientèle, il y a quelqu'un, mais tout le monde doit le lire, qui explique qu'une brasserie, c'est parce que la clientèle était brassée, c'est-à-dire de multiples origines. Et puis on servait des plats plus simples aussi, c'est-à-dire on pouvait servir pas des sandwichs, mais des œufs sur le plat, des choses comme ça, tandis que le restaurant, c'était des plats bien plus, délicats. Il y a Maud qui demande quelle est l'originalité du lieu à part l'architecture. Maud, l'originalité. Alors, l'originalité du lieu, surtout, c'est surtout la clientèle. On est au centre de Montparnasse. Nous sommes dans les années folles. Ici, tous les écrivains, tous les peintres du quartier venaient déjeuner ici ou faire la fête ici. Par exemple, le jour de l'inauguration, le 20 décembre 1927, il y avait, j'ai noté quelques noms là pour pas les oublier, il y avait Blaise Cendrars, il y avait Fujita, le peintre japonais, et sa compagne Yuki. Il y avait Moïse Kissling, un peintre. Il y avait Vlaminck, vous le connaissez, Cocteau. Alors Cocteau, le jour de l'inauguration, a même écrit sur la nappe un poème. Mais quelqu'un le lui a volé, donc il ne nous est pas resté. Il y avait le célèbre photographe américain Man Ray avec Kiki de Montparnasse. Kiki de Montparnasse, c'était un modèle que tout le monde s'arrachait et qui animait complètement Montparnasse. Je peux même vous dire qu'auparavant, à la place de cette sculpture qui a été installée ici en 1988, il y avait une vasque avec de l'eau. Et bien, tout simplement, Kiki s'est mise nue et a grimpé dans cette vasque pour se baigner nue. Voilà. Alors, il y a deux questions. Oui. Il y a Claude qui demande. Claude, qui raconte une anecdote qui a déjeuné il y a longtemps avec à sa gauche une famille d'Américains et à droite Yves Saint-Laurent tout seul. Ah, ben oui, donc il y a Yves Saint-Laurent tout seul. Ça rejoint la question de Maud derrière qui demande si d'autres artistes, écrivains et peintres de notre temps, ils visitent encore. Oui, ils viennent encore. De toute façon, tout à l'heure, nous allons faire une visite. Je vais vous montrer quelques tables où des gens célèbres se sont assis. Et récemment encore, je vais vous parler de Gainsbourg, de Renaud, de Mitterrand, d'Higelin. Mais ça sera pour un peu plus tard. Aragon aussi est venu le jour de l'inauguration. Et Aragon, il a fait tellement la fête que la police est venue pour l'embarquer. Voilà. Alors, il y a Cocteau, je lis, Man Ray, voilà. Alors, ce que je vais vous aussi vous montrer, donc, ces colonnes, je vous les ai montrées, le bas, c'est du faux marbre. Et au-dessus, comme vous le voyez, ce sont des peintures. Ce sont des peintures, c'est peint sur des toiles qui ont été accrochées. Donc, c'est à l'époque, en 1927, qu'à la suggestion d'un ami, Fraud et Lafont, décident de demander à des peintres de Montparnasse d'orner la partie supérieure des colonnes et des chapiteaux. Les chapiteaux, ce sont les colonnes qui sont intégrées au mur. Alors, malheureusement, aucun peintre qui deviendra célèbre n'a peint ici les tableaux. Malheureusement, ils sont tombés à côté. Ils auraient pu demander à Picasso, encore qu'en 27, Picasso était déjà très connu. Mais on a dit que Léger,
aurait peint comme ça une colonne, mais en réalité, apparemment c'est faux, c'est plutôt un de ses élèves. Alors, je vais quand même vous présenter quelques colonnes. Elles sont par ici. D'abord, celle-là. C'est peut-être le peintre le plus connu, encore que pas beaucoup de gens ne le connaissent. C'est Latapie. Moi, je le connais bien puisque c'était un ami de mon grand-père qui était un peintre anglais et qui est venu peindre dans ces années-là, vers 1915, un peu plus tôt, à Paris, avec Bissière. Alors, il y a un autre tableau. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, il y a... Voilà, ici, regardez bien sur ce pilier-là, c'est peint par un certain Robichaud. Je ne sais pas si vous voyez quelle est la personne en bas. C'est Joséphine Baker dans la Revue Nègre avec ses plumes. Alors Joséphine Baker était une grande habituée aussi de la coupole. Elle est venue bien sûr le jour de l'inauguration. Elle est venue un peu plus tard avec son secrétaire et amant secret qui était tout simplement Siménon, le jeune Georges Siménon, qui effectivement a été l'amant et le secrétaire de Joséphine Baker. Et un peu plus tard, Baker est venu une fois avec son guépard, Chiquita. Elle avait un guépard, elle est venue une fois, bon, elle a foutu la frousse à tout le monde et on l'a prié de ne plus revenir avec. Voilà. Il y a Claude qui demande pourquoi le dancing, il existe un dancing apparemment. Ah oui, alors le dancing, on pourra, Claude, si tu veux aller le voir. Effectivement, un an après l'ouverture de la salle, on a ouvert le dancing qui était au sous-sol, où on dansait surtout le paso doble, le tango, le grand tango, c'était à la mode à cette époque-là. On dansait aussi, il y avait du jazz, il y avait effectivement des orchestres de jazz. C'était au sous-sol. Bien plus tard, c'était, dit-on, là où les vieilles dames venaient rechercher des jeunes gens. Je crois que le dancing fonctionne toujours, mais bon, je ne sais pas si la tradition se maintient. Alors, nous avons maintenant un peu plus loin, je vais vous montrer. Donc là, les poteaux qui sont un peu plus loin au-dessus de la tablée, là-bas, on ne le voit pas très bien, mais ces tableaux sur la colonne, bien sûr, toujours, a été peint par une certaine Marie Vassiliev. C'était une peintre d'origine russe qui habitait pas très loin d'ici. Et ce qui est remarquable, c'est que en 1914, quand la guerre s'est déclarée, bien sûr, la coupole n'existait pas, mais elle était déjà là. Et un certain nombre de peintres étrangers, comme Picasso ou russes, qui ne sont pas partis sur le front, étaient restés à Paris. Ils ne vendaient plus rien, ils mouraient de faim. Et donc Marie Vassiliev a ouvert une cantine pour eux où elles recevaient tout le monde, Picasso, Soutine et tous les grands noms, Modigliani, voilà. Tu sais, oui. quelle était l'influence de la Seconde Guerre mondiale sur le lieu ? L'influence de la Seconde Guerre mondiale sur le lieu, bon, malheureusement, bien entendu, beaucoup d'Allemands sont venus ici, venaient manger ici. Et en 1944, quand Paris a été libéré, il y a une légende qui court, mais qui est sans doute fausse. On a dit que Hemingway, à la tête de je ne sais plus quel DB, est venu et a libéré la coupole. Mais c'est vrai qu'Hemingway venait souvent ici. C'était un ami de Pasquine. De toute façon, il a décrit dans ses livres la belle époque. Dans Paris est en fête, par exemple, il y a tout cet univers de la belle époque. Je me rappelle plus très bien, mais je pense que peut-être certaines scènes se passent à la coupole. En tout cas, lui fréquentait beaucoup la coupole, de même que Henry Miller, son compatriote américain Henry Miller. Mais lui, il n'avait pas du tout d'argent. Donc, comme tous les gens qui n'avaient pas d'argent, il restait au bar. James Joyce aussi allait souvent au bar, mais lui, c'était pour s'enfiler du whisky, surtout. Alors ici, Bavard. Est-ce que les peintres clients de la belle époque laissaient des œuvres dans cette coupole ? Non, oui, effectivement, ça peut être une tradition, mais ça, c'était plutôt avant la Première Guerre, où les peintres, où Montparnasse était constitué de peintres vraiment désargentés et qui pouvaient laisser effectivement, comme Modigliani, par exemple, Modigliani laissait des œuvres, mais c'était plutôt à la Rotonde.
plutôt à la rotonde au dôme. Mais ici, non, parce qu'ici, nous sommes en 1927. D'abord, tous les premiers peintres qui étaient partis de Montmartre, qui sont venus s'installer ici, qui crevaient la dalle, c'est fini. Eux, ils sont devenus... soit ils ont disparu, soit ils sont devenus très riches, comme Picasso. L'époque de la coupole, qui était l'après-guerre, en 1927, c'était plutôt l'école de Paris, les peintres de l'école de Paris, tous ceux que je vais citer, Pasquine ou un certain nombre que j'ai cités. Alors, on ne peut pas s'approcher parce qu'il y a beaucoup de monde, mais dans la table du coin, là, tout au fond, là, quand on voit là où les gens sont assis, derrière le serveur, c'était la table 149. Camus est venu y fêter avec un ami son prix Nobel. Je crois que c'était en 1950. Attendez, il faut que je retrouve ça parce que je ne connais pas toutes les dates par cœur. Mais bon, je vous dirai ça tout à l'heure. En 1957, voilà. Honte à moi. C'était aussi la table de Sartre. Alors, ce qui est amusant ici, c'est que Sartre, qui était plutôt bourgeois, entre guillemets, il aimait bien le côté restaurant avec la nappe, tandis que Simone de Beauvoir préférait être avec les artistes plutôt du côté de la brasserie, des tables en papier. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, ils se rejoignaient et souvent, ils s'engueulaient. Voilà. Alors, d'autres tables aussi assez célèbres par ici. Alors, nous allons aller ici, une table qui a disparu, malheureusement, mais je vous l'indique. Cette table se situait exactement ici, devant ce comptoir. C'était la table 142. C'est là où Mitterrand, en 1995, en décembre 1995, 15 jours à sa mort, c'est là où il est venu pour la dernière fois au restaurant. Et il a pris le curry à l'agneau, le curry d'agneau, qui est le plat le plus célèbre de la coupole, qui est servi par un Maharaja. Enfin, il est habillé comme un Maharaja, mes amis. Je vous rappelle que nous visitons la coupole, le temple de l'Art déco à Montparnasse, en ma compagnie, Frédéric Lévineau, grand reporter au Point. Si vous avez d'autres questions, Thomas me les indiquera. Alors, nous allons nous diriger par là. Ionesco avait donc une table par là. J'ai mon petit plan parce que c'est un peu compliqué. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, je vais bien, bonjour. Alors, comme vous le remarquez, ici, tous les maîtres d'hôtel, les serveurs sont tous habillés superbes, c'est-à-dire en noir et blanc, comme à la grande époque. La classe. Alors oui, alors on s'arrête à nouveau devant cette statue qui a été installée en 1988 quand Lafon a vendu la coupole au groupe Flo. Donc c'est une œuvre d'un certain Derbray. Et au-dessus, la coupole a été peinte par 4 artistes, une française, un marocain, un argentin et un chinois. Et cette œuvre date de 2008 et donc beaucoup plus récente. Alors, quelque part par là aussi, il y avait la table, et il faut que je vous l'indique, nous allons regarder ça parce que je ne connais pas tout par cœur. Il y avait la table de Ionesco, il y avait la table de Man Ray. Ah oui, c'est un peu bordélique. Hein. Alors là, il y avait la table de, normalement, ici, là-bas, on va y aller, la table de Renault, quand il venait ici, mais c'était pas maintenant, c'était dans les années 70. Bon, là, ça a légèrement changé. Donc, il venait à une table qui était là, et à côté, il y avait la table de Jeanne Birkin et de Gainsbourg. Malheureusement, ça a un peu changé. C'était des places attitrées alors Non, c'est-à-dire qu'à la coupole, moi, par exemple, j'y viens depuis tout le temps. Mon grand-père était sans doute là le jour de l'inauguration. Et on avait surtout des tables attitrées parce qu'on voulait avoir le maître d'hôtel. On devenait amis avec ces maîtres d'hôtel. Donc, on voulait toujours être servi par le même maître d'hôtel, par les mêmes serveurs. Donc, moi, j'en connais un qui est toujours là, qui s'appelle Liès. C'est du reste Liès qui a servi Mitterrand lors de son dernier repas. Peut-être si je le vois, je vous le montrerai. Donc, on avait nos habitudes, sauf quand la table était déjà prise, bien entendu. Alors, un peu plus loin, nous avons, par ici,
ici, là, la table, à peu près, parce que les choses ont un peu changé, d'Yves Klein. Yves Klein, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un peintre. Et lui, il avait réussi un coup fumant, c'est de réussir à faire crier au génie. Pour lui, tout simplement, à une époque, il peignait des tableaux en bleu. Voilà, tout en bleu. Et donc, pour l'honorer, la Coupole a inventé un cocktail qui s'appelle le cocktail bleu. Voilà. Mais malheureusement, je me suis renseigné auprès du barman. Il n'est plus conçu. Alors, pour ceux qui voudraient le savoir, c'était du gin, c'était du bleu de méthylène et c'était... voilà, je voulais faire le malin et j'ai oublié le dernière partie, je vous le dirai tout à l'heure. Ah, c'est un secret peut-être de fabrication, oui. Alors, là, avant, nous allons maintenant bientôt terminer. Si je n'ai pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec le son? Non, vous n'avez pas de problème? Sinon, si vous avez d'autres questions tant qu'on est à la Coupole, dites-le moi. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner à l'époque comme grand client? Il y a Mistinguett. À chaque fois que Mistinguett venait avec ses boys, toute la salle se levait et applaudissait. Plus récemment, en 68, ce cher Cohn-Bendit aimait quand même bien manger. Il est venu ici avec un copain qui s'appelait Omar et il a réclamé à manger du homard. Et comme on ne le servait pas assez vite, Cohn-Bendit est monté sur une table pour gueuler du homard pour Omar. Bon, voilà. Alors, nous allons peut-être... attendez, je vais voir, est-ce que j'ai d'autres histoires à vous raconter? Il y avait Ionesco, Giacometti, ah oui, Giacometti, il avait l'habitude de griffonner sur ses nappes en papier des dessins, des esquisses. Malheureusement, aux grandes dames des serveurs, il emportait toujours avec lui ses grébouillis. Bon, Chagall, on en a parlé, Berging, Renaud, Yves Klein, Coluche et Véronique, ah oui, Coluche et Véronique. Vous voyez, c'est dans le coin, dans la table qui est tout au fond, au coin là. C'est là où Coluche a déjeuné la première fois avec sa femme. Bon, alors nous allons aller au bar. N'oubliez pas qu'avant, le bar était d'abord jusqu'à l'entrée. Il y avait un mur qui nous séparait. Là où il y a les poteaux, il y avait un mur. On rentrait par une porte à double battant. Et c'est là où s'est déroulée l'une des plus belles histoires d'amour de France et de l'univers. Je vais vous raconter. Suivez-moi. Je m'installe donc au bar. Je vous rappelle que nous sommes à la Coupole, le temple de l'art déco. Je suis Frédéric Lévineau Dupoint et je vais vous raconter une belle histoire. Donc, le 6 novembre 1928, un homme jeune, 31 ans, attend au bar. Il a l'air désespéré. Il s'agit de Aragon. Ce jeune homme a failli se suicider quelques semaines auparavant parce qu'il était fou amoureux d'une milliardaire qui s'appelait Nancy Cunard. C'était la fille d'un magnat des paquebots. Et elle l'avait emmené dans un tour de l'Europe et à chaque escale, elle le faisait cocu. Donc il est revenu prêt à se suicider. Et il attend là au bar une jeune femme. Un de ses amis, peut-être André Tual, lui dit, voilà, il y a une jeune Russe qui, depuis plusieurs années, vous croise dans la rue. Elle aimerait vous connaître, elle aimerait avoir un rendez-vous avec vous. Et donc, il donne un rendez-vous au bar de la Coupole, où il allait très souvent avec ses amis surréalistes. Il était devenu communiste depuis 1 an ou 2, de reste. Et arrive dans un manteau de fourrure, qui ça? Elsa Triolet. Elsa Triolet, qui porte un nom français parce qu'elle avait été mariée à un Français. Et elle habitait depuis 3-4 ans à Paris, dans l'hôtel Istria, pas très loin d'ici, rue Campagne Première, je crois. Elle vivait de traduction, elle écrivait aussi un peu. Et depuis longtemps, elle voyait, elle croisait ce bel homme dans la rue. Et donc, elle arrive, elle s'installe, et c'est le coup de foudre immédiat. Depuis à peu près 5 heures, jusqu'à l'heure de fermeture du bar, ils n'arrêtent pas de causer ensemble. Il faut que Bob, qui est le premier barman célèbre de la Coupole, les mette dehors. Et là, tout naturellement, Elsa propose à Aragon de finir la nuit dans sa chambre à l'hôtel Istria.
et passent la nuit ensemble. Mais oui, s'il y a quelques jeunes qui me regardent, à cette époque déjà, on couchait dès le premier soir. Voilà. Alors, après, l'histoire d'amour, après, a duré toujours, si on peut dire. Et après toutes ces histoires de la coupole, il y en aura encore 1000 autres. Nous allons maintenant nous éclipser. Si vous avez une dernière question. Il y a Farah qui demande. Farah. On peut lui montrer. Oui. Le 33e pilier, alors c'est compliqué. Le 33e pilier. Par Michel Bourbon, qui a été ajouté en 88 à la place de l'escalier qui menait à la pergola. Alors là, Ah, je sais pas si, oui. Oui, la pergola, l'escalier était dans le coin où nous étions auparavant. Donc, pour faire plaisir à Farah, on va essayer de voir quelle est. Sinon, pour tous les autres, je vous rappelle que nous sommes à la coupole, que nous visitons la coupole, le temple de l'Art déco, et que donc, pour faire plaisir à Farah, nous allons voir où se trouvait son fameux pilier, le 33e, effectivement, parce que l'escalier... Alors oui, avant, il y avait un deuxième restaurant qui était au-dessus, on montait par un escalier, et même le restaurant était un restaurant en plein air, donc autant dire qu'il n'était pas ouvert tout le temps, le restaurant au-dessus de la coupole, et que très souvent, les habitués, ils jouaient à la pétanque. Alors, chère Sarah, elle me dit c'est un pilier par qui? Par Bourbon, monsieur. Bourbon, c'est le 7 là. 6, 7, voilà. Voilà, ma chère Farah, tu es exaucée. Voici, c'est pas un pilier, hein, c'est un pilastre qui est dans le mur. Du reste, il a été fait très longtemps après, on peut le voir, parce que, en fait, c'est un hommage à tous les clients de l'endroit. On voit tout en bas, derrière la coupe de fruits, on voit Fujita. Lui, il est facile à reconnaître, avec ses plus petites lunettes rondes. Normalement, au-dessus, on dirait Victor Hugo, mais c'est certainement pas Victor Hugo. Ça me fait penser que Breton venait souvent là. Et Breton a laissé une anecdote ici, c'est qu'un jour, il a filé une grande baffe à son ami Chirico, parce qu'il n'appréciait pas le nouveau chemin qu'il empruntait. Quant à savoir quelles sont les autres personnes, je peux éventuellement vous le dire. Je vais prendre, parce que ça... Alors, sur le 7, il y a Kiki de Montparnasse, donc la célèbre Kiki de Montparnasse qui s'était mise toute nue. Ah, il y a un anniversaire sans aucun doute, puisqu'on baisse les lumières. On voit aussi Marie Vassiliev, Fujita, Sartre, Simone de Beauvoir, Giacometti, Sandra... Ah, peut-être que... C'est une tradition ici de fêter les anniversaires. Alors c'est pas celui de Chagall, hein, puisque c'était... Voilà, on ne les connaît pas. C'est la seule brasserie dans ce style à Paris. La seule brasserie? De ce style à Paris. Non. Non, je crois pas. Il y a d'autres brasseries. Ah. Bravo! Bon anniversaire! Voilà. Bon, non, il y a d'autres brasseries également à Paris. Ils sont des anciennes brasseries, mais celle-là est la plus typique art déco. Il y a des brasseries aussi art nouveau. Voilà, tout ce que je veux dire. Bon, mais écoutez, après... Baba demande si on envisage de faire d'autres visites. Ah oui, de toute façon, nous allons faire des visites. En principe, on va essayer de faire une visite par semaine. On va essayer de faire toutes sortes d'endroits à Paris. C'est pas évident que ça soit le mardi, mais on va essayer. La prochaine fois, je pense que je vais vous emmener voir quelque chose de très différent. C'est le musée de la police, avec toutes sortes d'armes de crime, notamment l'œilleton par lequel regardait Landru quand il regardait ses victimes agoniser. Donc on va essayer de faire ça mardi prochain. Voilà. Je vous remercie. Je suis donc Frédéric Lévineau, grand reporter au Point. C'est notre série sur les lieux, disons, d'histoire à Paris. Je vous remercie. Au revoir, les amis.